Bonsoir à tous. Bonsoir, Gafar. Allô, tu m'entends? Voilà, bonsoir à tous. Allô, bonsoir. Merci de vous connecter à ce podcast premier du genre. Nous voulons une plateforme d'échange entre, d'une part, jeunes médecins qui réussissent de façon remarquable leur carrière médicale et de l'autre côté, des médecins à la voie à prendre. Nous voulons voir plus de médecins africains se hisser au sommet et réussir. Nous voulons vous aider à réussir dans la voie qui est la vôtre et vous aider à choisir cette voie en vous préparant aux pièges qui vous y attendent. Pour le troisième épisode de ce podcast, j'ai l'honneur d'accueillir un aîné de la faculté de médecine, Dr Christian Terence Marius Nésien. Je garde de Dr Nésien Terence le souvenir d'un étudiant très travailleur, très brillant, qui a fait un parcours sans faute dans une école d'excellence. J'ai bien nommé l'Institut supérieur des sciences de la santé de l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso, aujourd'hui Université Nazi-Bouni. Allô, c'est pas ça. Voilà, donc désolé, ma connexion n'est pas du tout bonne, ce qui est tout à fait inhabituel. Mais tout à l'heure, ça Voilà, marche donc très je bien. disais que, oui, ça a repris, je me suis connecté avec mon téléphone. Voilà, donc je disais que lorsque j'ai contacté le docteur Nésien Terence, je lui ai dit qu'il me faisait penser à docteur Denis Mukwege, ce gynécologue congolais, militant des droits de l'homme, activiste, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2018 et qui est titulaire de plus de 18 docteurs honoris causa, si je ne me trompe pas, 14 ou 18 docteur honoris causa de différentes universités à travers le monde, à cause notamment de son engagement humanitaire à réparer les femmes. Dans notre cas, docteur Nésien Terence répare les enfants ou toutes les personnes qui souffrent de pieds beaux, notamment à travers l'Afrique de l'Ouest. Bienvenue sur mon podcast, docteur Nésien Terence. Bonsoir, Gafar. Merci. Et content de te retrouver après de longues années. C'est vrai qu'on s'est vu il y a peut-être 5 ou 6 ans au Bénin, si je me trompe. Tu étais de C'est ça. passage, parti au Nigeria pour tes études. Ça fait plaisir de te retrouver et je vois que tu brilles aussi bien de l'autre côté de la mer. Et je suis ta carrière de loin et j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup, cher aîné. C'est un plaisir pour moi de t'avoir sur ce podcast. Alors, je vous présente très rapidement le docteur Nésien Terence. Docteur Nésien Terence est titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université Nazi-Bouni. Voilà, il a fait sa graduation en 2013. C'est d'ailleurs la toute première promotion de cette université. Nous avons beaucoup appris de nos aînés parce que on s'amusait à dire qu'ils étaient les cobayes. Mais Dr Nésien a bien réussi cet exercice-là. Il est spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie depuis 2018, un diplôme qu'il a obtenu à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Durant ses études, il a également effectué des stages au CHU Sourou-Sanou et au CHU Hôpital Nord Saint-Étienne en France. Depuis 2020, le docteur Nésien Terence est le chef du bloc opératoire du centre médico-chirurgical Morija à Kaya, au Burkina Faso. Le centre Morija est un centre humanitaire spécialisé dans la prise en charge du handicap moteur avec pour but de rendre accessibles les soins de kinésithérapie, d'appareillage et de chirurgie orthopédique aux personnes les plus défavorisées et vulnérables dans le but, bien entendu, d'améliorer la qualité de leur vie et de favoriser la réinsertion professionnelle. Docteur Nésien Terence, je vais aller droit au but puisque nous accusons d'un très long retard. Première question, dans la Oui. première section de cette interview, dans l'exploration de ton parcours, ma première question pour toi est pourquoi as-tu choisi de faire orthopédie traumato? D'accord, merci Gafar. Et il faut dire que le choix de faire une spécialité chirurgicale, notamment d'orthopédie, est né à ma quatrième année, durant ma quatrième année d'études de médecine. Au départ, je voulais faire cardiologie. Après, j'ai rencontré un de mes maîtres, pour ne pas dire mon mentor, professeur Dakouré, qui venait d'arriver de ses études. Je crois qu'il était le seul chirurgien orthopédiste de la région en son temps. Et il m'a beaucoup séduit par sa dextérité, son amour pour les patients et ce qu'il faisait. Donc, depuis lors, j'avais nourri cet espoir de devenir chirurgien orthopédiste. Et il m'a appuyé durant tout le cours. Je tiens à lui rendre hommage et lui dire merci. Waouh, mais quel bel hommage à notre cher maître, le
professeur Dakouré, que je salue au passage. Donc, merci beaucoup. C'est d'ailleurs ma seconde question. Je voulais te demander qui t'a inspiré à faire orthotraumato. Tu as bien entendu dit que c'est le docteur Dakouré. Naturellement, c'est le professeur Voilà, Dakouré. le professeur Dakouré, bien Oui. entendu. Mais maintenant, peut-être ma question, je la pose autrement. Qui t'a Oui. inspiré à te diriger dans l'humanitaire? Déjà, il faut dire, quand j'ai fini mes études d'orthopédie en 2018, au départ, quand je suis rentré en décembre, je m'étais donné un peu de temps pour voir quelques orientations données à ma carrière. Et j'avoue que le monde humanitaire m'a beaucoup séduit. Déjà par celui dont tu m'as comparé, que tu m'as comparé, je trouve que c'est un monument, le docteur Denis Mukwege. Je suis son parcours depuis des années, j'ai même lu son livre et il m'inspire beaucoup. Et le choix de m'engager dans le monde humanitaire est né en 2019 quand je suis rentré de mes études et je cherchais une nouvelle, comme je disais tantôt, une nouvelle orientation pour donner à ma carrière. Et c'est là que je suis tombé sur la page du CMC Maurigia. Comme concours de circonstances, j'étais avec un ami à Kokologo, qui est un pharmacien d'ailleurs, que je salue au passage, docteur Traoré, c'est lui le pharmacien de la pharmacie Kokologo. On causait, je lui disais que tiens, j'ai vu la page d'un centre à Kaya qui fait de bonnes choses. Et j'aimerais aller visiter. Et courant, dans la même semaine, il m'a accompagné, il connaissait déjà la ville, il connaissait le centre. Donc il m'a accompagné, je suis allé, j'ai rencontré le premier responsable du centre, le directeur, et il m'a fait visiter le centre, il m'a donné un peu la vision et tout, et tout. Et j'ai visité un peu les patients qui étaient dans le centre et j'ai proposé mes services. Je lui ai proposé, je lui ai dit, bon, pour moi, c'est pas normal qu'il y ait que des expatriés qui viennent opérer des patients dans mon pays et que moi, je ne puisse pas apporter quelque chose. Donc, c'est parti de là et j'ai laissé mon contact au cas où il y aurait une mission qui puisse me contacter. Donc, 3 mois après, je crois, en mars ou avril, il m'a contacté qu'il y avait une mission hollandaise qui devait se faire en mai et il m'a demandé si j'étais intéressé. J'ai dit oui, ça ne me dérange pas. J'ai dit bon, je veux prendre une disposition pour être disponible pour la mission. Pour moi, c'était une nouvelle expérience. Parce que l'humanitaire, je ne connaissais pas le monde humanitaire. Je ne connaissais pas le monde humanitaire. Et effectivement, le chef de l'équipe m'a contacté par email, on a discuté et tout. Et en août 2019, j'ai participé à ma première mission à Kaya, en tant que bénévole. En tant que bénévole, donc, durant cette mission, nous avons opéré 50 malades en 10 jours et il restait encore plus d'une centaine de patients qui attendaient. Donc, j'ai vu l'ampleur du problème et la demande. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de patients qui étaient exclus de notre système et qui n'avaient pas accès aux soins de chirurgie orthopédique. Et durant ce petit laps de temps que nous avons fait au centre, j'ai vu que des petits gestes chirurgicaux pouvaient changer radicalement la vie des patients. Par moment, on pense qu'il faut un geste, une grosse intervention pour pouvoir avoir un gain significatif sur le plan moteur, notamment pour ce qui est du handicap moteur. Et pourtant, par moment, c'est pas le cas. Il suffit d'un petit geste, mais comme les patients n'ont pas accès à ces soins, ils vivent pendant des années et des années dans des situations précaires du fait d'un handicap moteur. Donc, c'est de là qu'est née cette envie de m'engager pour ces personnes en situation difficile, notamment les personnes en situation de handicap moteur. Waouh! Parcours très inspirant. Alors, comme notre audience est surtout les jeunes qui se posent des questions sur comment s'y prendre, ce que j'ai retenu dans ta réponse, c'est qu'il faut pousser. Il faut pousser et il ne faut pas rester passivement dans son coin, comme on le dit chez nous, mais il faut attendre des appels d'offres et tout. Non, il faut aller vers les structures qui sont dans le domaine du handicap, le domaine de l'humanitaire, proposer vos services. Il faut un engagement sociétal. Il faut que moi, en tant que médecin, le médecin doit faire en sorte que ses compétences soient accessibles à toutes les franges de la population. Très bien. Voilà qui est très bien dit. Voilà. Donc, n'hésitez pas, les jeunes frères qui veulent s'engager dans l'humanitaire, allez frapper aux portes, allez proposer vos services. Vous pouvez commencer en étant peut-être volontaire. Voilà. Il n'y a pas que en postulant ou en attendant que les offres soient prêtes qu'on peut se frayer son chemin, en tout cas pour ce qui concerne l'humanitaire. Tout à fait. Ok. Alors, je souhaite qu'on revienne un peu à ton parcours. Pourrais-tu nous raconter comment est-ce que tu t'y es pris pour te former au Bénin? Il faut dire que j'ai soutenu ma thèse de doctorat en novembre 2013 et sur recommandation de mon maître professeur Dakouré, j'ai participé au probatoire d'admission à l'école d'orthopédie à Cotonou en fin décembre 2013. Donc, ça allait tellement vite. Ça m'a même pas pris un mois. Parce que j'avais déjà mon plan de carrière
notamment pour je savais ce que je voulais faire. Je savais que je voulais poursuivre mes études et ma famille, il faut reconnaître que j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont poussé, qui m'ont accompagné dans cette vision. Et durant les 2 premières années de civilisation, c'était eux qui m'ont supporté, c'est eux qui ont supporté les coûts de la formation. Et en 3e année, j'ai bénéficié d'une bourse du ministère de la Santé qui me permet de terminer la formation assez facilement. Ok, très bien. Voilà, donc dans ton cas particulier, tu as dû utiliser des fonds propres pour commencer ta formation et au cours de ta formation, le ministère de la Santé a facilité un peu la suite de ta formation. Très bien. Quelles sont les difficultés auxquelles il faille s'attendre si l'on veut se former, notamment en chirurgie et orthopédie, plus spécifiquement au Bénin, mais bien entendu de façon générale? Quelles sont les difficultés auxquelles toi, docteur Terence Nézien, tu as fait face? Il faut dire que, côté difficulté, c'est s'acclimater la vie à l'extérieur. En son temps, il n'y avait pas encore l'école de formation au Burkina Faso. Il fallait aller soit au Bénin, au Togo et au Sénégal ou à Abidjan. Donc, il faut d'abord s'habituer et apprendre à vivre à l'extérieur, loin de la famille. Et pour ce qui est maintenant de l'orthopédie, là, il faut vraiment être physiquement apte parce que c'est un métier qui est très prenant et c'est la spécialité par excellence des urgences, notamment les urgences, tout ce qui est les catastrophes, le plus souvent, c'est les traumatologues qu'on appelle, que ce soit les accidentés, les éboulements, tout ce qui est catastrophe. Donc, on travaille tout le temps 24/24 aux urgences, ça tourne. Et c'était vraiment bousculé. Et il faut dire que ce rythme de travail a été formateur pour nous. Au début, on s'en plaignait parce que on se disait que c'était trop prenant et tout. C'est vrai qu'après, au début, c'était difficile. Après, on s'est habitué au rythme et c'est passé. Mais au début, c'est pas du tout facile. J'avoue que sur le plan physique, ça demande un effort considérable. Ok, très bien. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est de la formation, de façon globale, la difficulté, c'est c'est de vivre loin de sa famille parce que les formations se passent souvent loin du Burkina Faso. Mais actuellement, je pense que Ortho est disponible au Burkina Faso. Mais voilà, pour ce qui est de la spécialité, c'est que c'est une spécialité très difficile. Docteur Nézien, si un jeune frère te contactait et te demandait ton avis sur une opportunité qu'il a de se former, soit à l'extérieur, notamment au Bénin, ou de rester au Burkina Faso, qu'est-ce que tu lui répondrais? Je lui dirais sans hésiter qu'il y a tout au Burkina Faso pour apprendre tous les rudiments de notre profession. On a 2 écoles, on a beaucoup d'enseignants qui sont très qualifiés, qui aiment les métiers et qui sont prêts à donner le maximum d'eux. Donc, pour moi, aujourd'hui, on a tout pour apprendre et très bien l'orthopédie au Burkina Faso. Voici qui est clair. Une question très directe. Rétrospectivement, Nézien, es-tu content de ton choix? Sans hésiter, je suis content. Même si je devais le faire, j'allais refaire le même choix. Pour moi, d'abord, être médecin déjà, c'était un choix depuis mon collège, depuis ma classe de 5e ou 4e, si je me trompe. J'avais décidé de faire médecine et après ma soutenance, j'ai pas regretté un seul instant. C'est vrai qu'au départ, à un moment donné, c'était un peu long, mais le contact avec les malades et tout, le fait de se sentir utile, ça n'a pas de prix. Et maintenant, pour ce qui est de l'orthopédie, pour moi, c'est la plus belle spécialité médicale. Bon, je parle pour ce qui me concerne. Parce que pour moi, j'assimile l'orthopédie à de l'art. Un malade qui vient avec une déformation ou bien une fracture compliquée, qu'on arrive à opérer et redresser, ou bien un truc, en tout cas, opérer, et le malade, il retrouve une vie normale, ça n'a pas de prix. Et le fait de le voir, notamment pour ce qui est du handicap moteur, ça, c'est encore beaucoup plus gratifiant que ce qui est la traumatologie. La chirurgie du handicap moteur est beaucoup plus gratifiante que de la traumatologie. Parce qu'un malade qui fait 10 ans, 20 ans sans marcher, ou qui marche avec des grosses difficultés, de par un geste chirurgical associé à la réadaptation et à la kinésithérapie, il arrive à retrouver 80 à 100% de ses fonctions, ça n'a pas de prix. Pour moi, tous les jours, c'est un voyage. J'aime la vie, c'est une belle aventure que je vis au quotidien avec les patients. Wow. C'est une belle aventure. Ouais, c'est très beau et on sent vraiment que tu vis ta passion et tu as plein de compassion et c'est plein de gratification dans ce que tu fais. Je suis très content pour toi. Merci beaucoup. Alors, docteur Nézien, nous allons regarder un peu la spécialité. Après un DES en orthopédie, quels sont les principaux débouchés qui s'offrent à quelqu'un qui vient juste de terminer sa formation? D'accord. Bon, pour ce qui est classique, il
il y a la fonction publique qui est là, avec les travailleurs, être les praticiens hospitaliers. Ça, c'est le chemin le plus classique. Ensuite, ceux qui veulent faire embrasser une carrière universitaire peuvent, après un concours, accéder au poste d'assistant. Ça, c'est très gratifiant et c'est intéressant de partager son expérience et enseigner les jeunes. Et il y a le monde humanitaire, le monde associatif. C'est vrai qu'il y a certaines ONG, je ne sais pas si je peux citer certaines, notamment la MSF, la Croix-Rouge qui recrute des chirurgiens, notamment des chirurgiens traumatologues, pour déployer sur les certains théâtres d'opération. Et il y a certaines ONG, notamment tout ce qui est Mourigia, qui travaillent dans le domaine du handicap moteur. Et il y a certains hôpitaux en privé aussi qui font et qui recrutent des chirurgiens orthopédistes, notamment les hôpitaux professionnels. Ok, très bien. Très bel aperçu. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles les orthopédistes sont confrontés dans notre contexte et dans les ONG en particulier? Il faut dire que la principale difficulté réside dans les équipements. Parce que nous sommes une spécialité, nous travaillons avec beaucoup d'implants. Malheureusement, les implants ne sont pas fabriqués ici. Il faut les faire venir de l'extérieur avec des coûts qui sont très souvent élevés. Donc, il y a déjà ça. Et il y a les équipements même techniques pour pouvoir faire la chirurgie orthopédique. La chirurgie orthopédique, il faut notamment une radiologie au bloc, une table orthopédique. C'est pas les équipements classiques qu'il y a dans nos hôpitaux. Et il faut un bloc opératoire qui répond à certaines normes, notamment le nombre d'asepsie, qui répond au nombre d'asepsie de chirurgie propre. Parce que c'est une chirurgie qui n'aime pas du tout les infections. Ouais. Donc, il faut une bonne asepsie. Et je pense que c'est les principales difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et notamment dans les structures publiques, la grosse difficulté, c'est les équipements. J'avoue qu'au sein du CMC, nous avons quand même le minimum pour faire de la bonne chirurgie orthopédique. Nous avons deux blocs opératoires équipés rien que pour la chirurgie orthopédique. On fait rien d'autre que la chirurgie orthopédique. Donc, c'est les salles sont propres avec les tables orthopédiques et 2 amplificateurs de brillance. Donc, pour moi, c'est le basique pour pouvoir faire notre profession. Ok, très bien. Docteur Nézien, une question à laquelle tu t'attends certainement et à laquelle nos auditeurs s'attendent également. Comparé aux autres spécialités, penses-tu que ta spécialité nourrit bien son homme? Bon, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres spécialités, mais je pense que c'est nourri. Tu peux parler du plan financier, je pense. Oui, bien entendu. C'est financier. Oui, quand même, le chirurgien orthopédiste, c'est pas un clochard. Il vit assez bien. Je trouve quand même, il arrive à s'en sortir. Et peu importe là, même ceux qui sont en privé, dans l'humanitaire, ou praticiens hospitaliers dans nos hôpitaux, quand même, ça nourrit bien son homme. Je pense bien que ça nourrit bien son homme. Moi, en tout cas, je pense que ça nourrit bien son homme. Ok. Sans hésiter. Ok. Où penses-tu que ça nourrit bien son homme? Parce que, voilà, tu nous dis ça nourrit bien son homme, mais tu nous donnes pas plus de détails. Non, parce que dans l'ancienne configuration des choses, en plus des hôpitaux, pour ceux qui sont passés au salaire, ils avaient la possibilité de faire des vacations. Ça, c'était une bonne chose. Ça permettait quand même d'être utile encore plus à la population, notamment. Tu travailles 8 heures dans la journée. Après, tu peux aller en privé faire un peu et aider certains patients, opérer certains patients et tout. Donc, ça faisait un second revenu. Et pour moi, qui suis dans l'humanitaire, je peux dire que les traitements salariaux sont pas les mêmes. La différence n'est pas si grande, mais quand même, ça nourrit son homme. Et ça t'empêche pas aussi de faire le privé. Mais pour moi, je fais pas le privé. Donc, je fais pas le privé. Ouais, c'est très prenant déjà le boulot que je fais là-bas. Et quand je rentre le week-end, je vais passer le temps avec ma famille. Ok, très bien. Dans le privé, la chirurgie est connue pour être une spécialité qui est assez lucrative parce que elle dépend beaucoup moins des patients. Avec un patient, déjà, tu as une entrée d'argent suffisante. Tu n'as pas besoin de voir, voilà. Ah bon? Et je ne suis pas si sûr, hein. Peut-être que tu peux te projeter de mes collègues qui fait le privé. Parce que si se plaignent, à un moment donné, par moment, ils se plaignent aussi. Donc, mais quand même, pour les jeunes, c'est une spécialité qui est assez gratuite. Ok, très bien. Donc, c'est gratifiant et ça nourrit bien son nom, mais il ne veut pas nous donner plus de détails. Alors, docteur Nézien, nous allons regarder un peu les activités que vous menez dans le cadre de votre profession à Mourigia. Peux-tu nous raconter quelques-unes des réalisations du centre médico-chirurgical Mourigia? Comme tu l'as dit tantôt, c'est un centre qui est spécialisé dans la prise en charge du handicap, notamment le handicap moteur. Le CMC a été créé et inauguré en 1992. Ça fait bientôt 34 ans. Et le bloc opératoire est né en 2010. Et le centre a été créé pour rendre accessibles les soins de
kinésithérapie d'abord, de réadaptation notamment à l'appareillage et ensuite, depuis 2010, les soins de chirurgie orthopédique. Et les activités que nous menons là-bas, c'est les soins de kinésithérapie pour ce qui est de la kinésithérapie et l'appareillage orthopédique, notamment la confection des prothèses, des orthèses, des attelles. Et pour ce qui est de la chirurgie, nous sommes spécialisés dans la prise en charge des malformations congénitales, des séquelles de fractures, des déformations acquises des membres, des séquelles neurologiques, notamment certaines paralysies, notamment les paralysies du plexus brachial, certaines hémiplégies, pour ces cas, et notamment les chutes. Et également, nous faisons des interventions de chirurgie tumorale et infectieuse, notamment les infections osso-articulaires. Maintenant, pour ce qui est moi, de mon cas, je fais beaucoup de formations osseuses, notamment chez les enfants, l'orthopédie pédiatrique. Il faut dire que durant ma formation, j'ai fait que 6 mois de stage en orthopédie pédiatrique. Et donc, il a fallu réapprendre quand j'ai commencé au niveau du centre. Parce qu'il y avait beaucoup de patients qui venaient, qui étaient des enfants de moins de 15 ans. Donc, il a fallu réapprendre. Et aujourd'hui, nous faisons assez bien. Wow, très bien. Peux-tu nous donner des chiffres? Il me semble que vous avez des patients qui viennent de partout du Burkina Faso, qui viennent même de l'extérieur. Est-ce que tu peux partager quelques chiffres avec nous? Oui, il faut dire que disons que la majeure partie, 50% de nos patients viennent du Burkina. Ensuite, il y a un tiers qui vient de la Côte d'Ivoire, notamment la diaspora burkinabé qui est en Côte d'Ivoire. Nous recevons des patients qui viennent du Togo, du Bénin et dernièrement, nous avons reçu un patient qui vient de la Guinée-Conakry, que nous avons opéré, qui est reparti chez lui. Ok. Et donc, pour ce patient en particulier, il a quitté la Guinée-Conakry pour se rendre au Burkina Faso, à Kaya, pour bénéficier d'une intervention à Morija. Tout à fait. Tout à fait. C'est un patient, bon, c'est vrai que c'est un concours de circonstances qui l'a mené chez nous. Il faut dire qu'il y a une journaliste guinéenne qui m'a contacté et je me suis sur LinkedIn, sur un des réseaux sociaux où j'ai publié beaucoup ce que je fais et elle m'a contacté, elle m'a parlé du patient, elle m'a envoyé le dossier médical avec les radiographies et nous avons décidé ensemble de le faire venir pour le prendre en charge. Et ça s'est bien passé. Il est venu séjourner au centre pendant 6 mois pour pouvoir faire la récupération fonctionnelle et tout avant de repartir chez lui. Ah oui, pendant 6 mois. Oui. Ok. Et si je peux me permettre, qui a financé ce traitement? Il faut dire que Morija a financé une partie des soins et l'autre partie des soins a été financée par un groupe d'amis qui l'a mobilisé en Guinée pour lever des fonds pour financer sa chirurgie. Il y avait une grosse déformation au niveau des 2 genoux que nous avons opéré. Wow, félicitations et wow, merci pour cette belle œuvre-là. Merci. Alors, je l'ai déjà compris. Tu m'as déjà dit pourquoi est-ce que ce que tu aimais dans ton métier en partie. Mais là, je souhaite te demander de me dire ce qui te plaît le plus dans ton métier en tant que chirurgien orthopédique. C'est quoi qui te plaît le plus? C'est quoi ton plus grand achievement? C'est quoi ton plus grand plaisir? Ta plus grande joie? D'accord. Il faut dire que ce qui me nourrit tous les jours, c'est de voir les patients qui étaient dans une situation précaire, qui retrouvent de l'espoir, surtout ça, l'espoir. Et ils croient en la vie. Nous avons des patients qui viennent dans une situation vraiment difficile. Je vais te raconter le cas d'un patient qui est venu et qui avait été victime d'un accident sur un site d'orpaillage. Il avait été victime d'un éboulement. Il était paralysé des deux membres inférieurs. Il avait un traumatisme de la moelle épinière, une section médulaire. Il a été pris en charge dans un privé. Ensuite, il est venu au centre. Arrivé au centre, il est arrivé dans un état où il ne pouvait pas se tenir debout, ni s'asseoir. C'est-à-dire quoi? Il avait une fusion des os de la hanche avec le bassin, en position couchée. Et il présentait des escarres, de grosses plaies au niveau des fesses, au niveau des fesses, que nous avons pris en charge. Et secondairement, maintenant, on se demande qu'est-ce qu'il fallait faire de lui, parce que c'est un monsieur qui était couché comme un bâton. Lorsqu'on soulevait les pieds, tout le corps suivait jusqu'au tronc. Donc, il fallait quand même lui permettre de s'asseoir, étant donné qu'il était paralysé complètement. Donc, nous l'avons pris en charge sur le plan chirurgical. C'était un défi pour nous parce que c'était une chirurgie qui était très hémorragique et le risque hémorragique était très, très élevé. Très, très élevé. J'ai même failli ne pas faire l'intervention ce jour. Je me souviens, j'avais dit au patient, après avoir traité ses escarres, je lui avais dit pour moi, bon, à mon niveau, j'avais plus rien à faire pour lui parce que je savais pas, j'étais limité sur le plan intellectuel. Donc, j'avais même
autorisé sa sortie. Le jour qu'il devait rentrer à la maison, chose qui m'a tiqué. Il y a son frère et sa femme qui étaient là, ils étaient en train de préparer les affaires, je les ai vus. Je lui ai dit de me remettre le ticket de sortie. On va tenter le coup. Mais qu'il remette tout entre les mains des yeux, parce que le risque immunologique était élevé. Et nous allons prendre à notre niveau toutes les dispositions nécessaires pour diminuer ce risque-là. Nous avons vu la banque de sang, nous avons réservé du sang pour lui et tout. Et nous l'avons opéré et par la grâce de tout s'est bien passé. Et le lendemain matin, pour lui montrer le succès de l'intervention, il est parti à la radiographie en fauteuil roulant. Là, j'ai vu les larmes du patient, de tout son entourage. Ça, c'est une expérience qui m'a vraiment marqué. Je pense que c'est l'une des meilleures expériences chirurgicales de ma carrière. Wow. C'est vrai que le malade ne marche pas, mais le fait de pouvoir s'asseoir pour lui, c'est un luxe. Oui. Parce qu'il a fait 3 ans couché dans le lit. 3 ans couché. Oh là Il ne là. peut pas s'asseoir. Donc, on le changeait, on lui faisait tout. Aujourd'hui, il se balade, il se débrouille à son fauteuil roulant. On a offert un fauteuil roulant, il se débrouille à son fauteuil roulant. Il sort dans la ville, il arrive aujourd'hui à interagir avec les autres. Donc, ce sont ces témoignages, ce sont ces expériences qui nous nourrissent tous les jours, qui nous donnent la force pour pouvoir faire encore plus. Franchement, c'est très gratifiant. C'est très gratifiant de voir cet impact-là que l'on peut avoir dans la vie de quelqu'un. Ouais, donc félicitations. Alors, Docteur Nézien, nous allons explorer des perspectives, okay? Et c'est là que les jeunes qui nous suivent nous attendent le plus. Selon toi, quelles sont les perspectives dans les 10-15 années à venir pour la spécialité orthopédie et traumatologie en Afrique, mais également de façon globale? En Afrique, il faut dire que l'orthopédie et traumatologie, c'est une spécialité d'avenir. Il faut dire aux jeunes de s'engager parce que selon les chiffres de l'OMS, en 2030, les accidents de la circulation routière vont occuper la troisième cause de morbidité dans le monde. Morbidité, en 2030. Donc, imaginez-vous, tenez-vous bien, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'accidentés, il faudra qu'il y ait des gens pour prendre en charge ces malades-là, pour qu'ils ne puissent pas développer des séquelles. Donc, c'est une spécialité d'avenir et c'est un problème qui est croissant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sensibilisation aujourd'hui pour ce qui est de la sécurité routière et tout, mais c'est pas suffisant. Et il suffit de faire un tour aux urgences dans nos hôpitaux, aux urgences chirurgicales, notamment les urgences orthopédiques. Je verrai qu'il n'y a jamais de place dans ces hôpitaux-là. Il n'y a jamais de place. Malgré qu'il y ait de plus en plus de chirurgiens, il y a de plus en plus de patients et l'affluence ne cesse de grandir. C'est pour dire que c'est une spécialité d'avenir et il y aura toujours du boulot. Et même pour ce qui est de tuer dans les perspectives, nous avons de plus en plus de personnes qui vieillissent, notamment nous aurons des pathologies dégénératives, notamment les arthroses, notamment la hanche, le genou. Il faudrait les prendre en charge pour améliorer la qualité de vie de ces personnes du troisième âge. Donc, ce sont les challenges, notamment pour ce qui est des chirurgies prothétiques et les patrons sont très développés dans le pays. Je pense que il y a un avenir qui est très promoteur. Très bien. Et il faudrait beaucoup plus de chirurgiens orthopédistes parce que pour le moment, nous sommes une centaine pour tout le pays. C'est très peu. Ok, donc c'est une invitation très optimiste, très enthousiaste aux jeunes frères à se lancer dans la spécialisation. Tout à fait. Quel conseil alors donneras-tu à un jeune frère qui souhaite se spécialiser en orthopédie? Et je lui dirais de faire l'orthopédie parce qu'il aime l'orthopédie, pas parce qu'il pense qu'il y a de l'argent en orthopédie. Parce que partout il y a de l'argent, on peut se faire partout dans l'argent. Alors, on peut se faire partout, on peut être couturier, avoir de l'argent, un mécanicien, un médecin, un cardiologue, un gastro. Mais il faut faire le choix d'être animé par sa passion. Quand on est passionné, tout devient simple. Tout devient simple et on arrive à faire de bonnes choses. J'aime à le dire souvent, lorsque la passion et le travail se rencontrent dans un monde de générosité, alors le miracle s'opère. C'est pour dire, lorsqu'on est passionné, tout est possible. Il n'y a pas de limite. Donc, c'est les encourager. Pour moi, c'est comme je dis, c'est la plus belle spécialité pour moi, médicale. Et j'assume ce que je dis parce que c'est ma passion, tous les jours, c'est un plaisir d'aller voir mes malades, partager des bons moments avec eux. Mais je voulais dire à ces jeunes qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup de dons de soi, parce que à n'importe quelle heure, on peut vous appeler parce qu'il y a une catastrophe, il y a une urgence, il faudrait être apte à réagir. Donc, c'est très prenant physiquement et il faut avoir des solides connaissances en anatomie pour ce qui est des prérequis. Il faut avoir des solides, pour ce qui est de tout ce qui est chirurgical, il faut avoir des solides compétences et en tout cas un bon niveau en anatomie, très bon niveau en anatomie pour pouvoir s'adapter. Ok. Mais ce niveau, ces études approfondies en anatomie sont revues durant la formation, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui. Ok. Tout à fait. Donc en somme, c'est pas un frein en fait, c'est pas une limite. Mais avec la volonté, on finit jamais d'apprendre, on peut toujours réapprendre et s'adapter facilement.
excuse. Donc, tu dis que c'est la passion d'abord qui doit guider le choix vers Tout à fait. Pour moi, c'est l'orthotrauma. parce qu'un médecin qui n'est pas passionné, peu importe ce qu'il va faire, je ne dirais pas il le fera pas bien, mais il ne le fera pas avec amour et il ne va pas se donner, il aura du mal à exceller dans ce qu'il fait. Il aura du mal à exceller dans ce qu'il fait. Pour moi, la médecine, c'est une profession, c'est un engagement sociétal, c'est un engagement. Il faut s'engager pour les autres, ensuite pour soi-même. Ok. Mais juste pour aller un peu plus dans le détail, que Oui. dirais-tu à un jeune médecin qui peut-être n'a pas cette flamme-là, mais qui ne sait vraiment pas quoi faire et qui pense qu'il pourrait s'adapter à n'importe quelle spécialité. Voilà. Supposons qu'un jeune frère te contacte, te dise, salut grand frère, j'ai vu ce que tu fais, j'ai beaucoup d'admiration, mais je me demande si je dois faire orthopédie parce que voilà, mais c'est pas, j'ai pas de flamme pour une autre spécialisation. Alors quel autre argument lui donnerais-tu pour qu'il fasse orthopédie? Parce que voilà, tu veux que les gens fassent orthopédie. Oui, je veux que les gens fassent l'orthopédie parce que le besoin est là et on a besoin de chirurgiens orthopédistes. Et je veux lui dire, idéalement, il faudrait qu'il vienne dans un service d'orthopédie, passer un petit bout de temps, même si c'est un médecin généraliste qui travaille déjà, il peut prendre 2 semaines de congé, il vient dans le service, il venir s'acquérir des réalités du travail, ce qui se fait avant de s'engager. C'est vrai que c'est court, mais au moins le temps de discuter avec les différents praticiens, voir comment ça se passe et il pourra se faire une idée. Parce que pour moi, c'est décider de faire une spécialité médicale, c'est un engagement pour une vie. C'est vrai qu'après, on peut se rétracter, on peut aller faire autre chose, mais c'est un engagement pour le long terme. Donc, il faut être sûr de ce qu'on veut faire avant de partir en aventure. Après, être au milieu, on n'a plus la possibilité de faire marche arrière. On se pose des questions. Est-ce que c'était pas mieux de faire telle autre spécialité? Pour moi, c'est pas urgent, c'est pas pressé, c'est pas urgent. Tant qu'on n'est pas, le choix n'est pas fixé dans la tête, c'est pas urgent de se lancer dedans. On prend tout le temps de mûrir la réflexion. Moi, je suis disposé à discuter avec les jeunes. Et après, si tu veux, je donne mon adresse email ou mon numéro de téléphone qui prend dans le podcast pour que les gens pour que nous puissions discuter. Je donne des conseils, les réalités que nous vivons au quotidien. Quelles sont les implications et sur le plan intellectuel, physique, familial liées à ce travail-là, à cette profession. Et chaque jeune fera son choix. Mais pour moi, j'encourage vraiment à faire l'orthopédie parce que c'est le retour, notamment, c'est très gratifiant, très gratifiant. Ok, c'est bien compris. Alors, quand on n'est pas sûr, on peut peut-être faire un stage à Mourija, qui ouvre Tout à grandement fait, ses portes tout à fait, à tous les jeunes voilà, qui veulent voir s'ils ont cette étincelle-là pour la tout chirurgie à fait, orthopédique et la tout traumatologie. à fait, Alors, tout à fait. docteur Nésien, comment obtenir un poste à Mourija avec toi? Est-ce que un jeune frère qui est médecin orthopédiste, qui souhaite aussi avoir une carrière similaire à la tienne, peut avoir un poste à Mourija? Ou alors, est-ce que un jeune médecin généraliste peut avoir un poste à Mourija? D'accord. Pour ce qui est des postes de chirurgie orthopédiste, et il faut dire que j'ai déjà même fait l'expression de besoin. J'ai demandé à ce qu'on recrute un autre chirurgien orthopédiste parce qu'il y a beaucoup de boulot. Pour le moment, ils n'ont pas encore lancé le recrutement. Donc, il faut que ces personnes-là consultent fréquemment l'adresse web du centre Morija, et ou bien le site web de l'organisation Morija. Et le plus souvent, quand il y a des avis de recrutement, je pense que c'est publié en ligne et les gens peuvent postuler. Maintenant, le plus simple, c'est de venir faire un stage au centre, se faire connaître. On verra en fonction de la motivation de la personne, de l'engagement et tout. On peut faire des recommandations. Ok, très bien. Alors, donc, le docteur Nésien, ici, publiquement, ouvre sa porte aux jeunes médecins orthopédistes qui aussi souhaiteraient tenter l'aventure à Mouria, Tout à à fait. venir pour peut-être un court stage, du Tout à volontariat, fait. du bénévolat, Le pour volontariat. montrer Oui. sa détermination, sa détermination et Son éventuellement envie. son envie de travailler, Mhm. effectivement, confirmer son envie Tout à de fait. travailler. Et si je ne me trompe pas, je pense que Nésien aussi a procédé pareillement. Tu peux nous raconter? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Moi, c'est passé d'une expérience de bénévolat et j'ai été recruté par la sorte. Donc, j'invite les jeunes à emprunter le même chemin que moi. Voilà. Donc, j'ai passé également par le bénévolat. Alors, docteur Nésien, maintenant, avec avec ta position actuelle et avec le recul, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant? Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as commises dans le passé, du point de vue professionnel, bien entendu, que tu aurais aimé éviter? Oui, c'est vrai que tout n'est pas parfait. Avec un peu de recul, on aurait pu faire mieux, notamment sur le campus.
j'invite les jeunes à participer activement au mouvement associatif. C'est très important parce que moi, je suis dans le domaine humanitaire, nous amène à mener des conférences, pour mobiliser des fonds. Et tout. Donc, c'est une nouvelle expérience pour moi. Mais si déjà sur le campus, les jeunes s'engagent, le mouvement associatif, pour moi, c'est une très belle école pour le futur. Et ne pas hésiter à faire du développement personnel, c'est très important parce que parler en public, convaincre les gens, parce que tout ce qui est humanitaire, le domaine humanitaire, le mouvement associatif, il faut mobiliser des fonds, et il faut mobiliser des fonds. Pour pouvoir mobiliser, il faut convaincre. Et le plus, c'est vrai qu'on travaille, il faut savoir communiquer et que ceux qui nous font confiance continuent de nous appuyer. Donc, c'est très important pour les jeunes. Pour moi, il faut faire un gros travail de formation en leadership. C'est très important. Militer activement dans le mouvement associatif et être prêt et faire, si possible, du bénévolat, ça ouvre beaucoup de portes. Ok. Donc, si j'ai bien compris, tu aurais aimé développer ton leadership depuis le campus. Tout à fait. Alors, donc, ceci est c'est une très belle recommandation aux jeunes frères. N'hésitez pas à développer votre leadership. Vous pouvez participer au mouvement associatif sur le campus. Vous pouvez vous inscrire à des institutions comme Toastmasters qui forment les gens à la prise de parole en public. Maintenant, docteur Nésien, tu nous as dit que tu aurais aimé développer ça. Cela veut dire que certainement tu ne l'as pas fait. Et aussi, j'ai souvenir de toi, quand même étant un étudiant très discret qui ne participait pas trop au mouvement. Comment est-ce que tu t'es arrangé pour gérer ton poste de responsabilité? Tu es le responsable du bloc opératoire de ce centre-là. Comment est-ce que tu t'es arrangé pour développer ton leadership, pour participer à tous ces événements de levée de fonds, de communication sur ce que vous faites? Comment est-ce que tu as su développer ça rapidement afin d'être performant dans ton travail? Comme je disais tantôt, il a fallu que je réapprenne après ma formation. Quand je suis rentré de mes études, quand j'ai commencé à mourir, il a fallu que je réapprenne tout. Il faut dire que j'ai eu l'appui de deux chirurgiens, notamment Dr Egli, c'est un chirurgien suisse, et Dr Carol Seng, c'était le chef de l'équipe hollandaise. Les deux m'ont beaucoup appuyé dans mes débuts, notamment les 2 premières années à Mourija, m'ont beaucoup appuyé pour ce qui est du fonctionnement du bloc opératoire, la planification et tout. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je bénéficie toujours de leur appui conseil et tout. Et c'est des choses qu'on apprend. Je peux dire aux jeunes de ne pas avoir peur, même s'ils n'ont pas se passer. Quand ils vont commencer, ils vont apprendre sur le tas. On n'a pas le choix. On est obligé d'apprendre sur le tas. Comment gérer les hommes, gérer une équipe, comment faire fonctionner un bloc opératoire. On est obligé d'apprendre ça sur le tas. Malheureusement, au cours de la formation médicale, on ne forme pas pour ça. On ne forme pas pour ça. Pour moi, c'est inévitable en même temps. Si dans les curriculaires de formation, on peut ajouter la gestion la gestion des ressources humaines, le management du personnel. Ce serait très important pour les jeunes. Mais c'est des trucs qu'on apprend sur le terrain. On apprend. Ok, très bien. Alors, donc, ceci est une invitation à se former dans le leadership en attendant que ceci soit inclus dans les curricula de formation médicale qui sont d'ailleurs très chargés. Alors, c'est pas évident. Il faut lire peut-être, c'est une solution et puis s'inscrire aussi dans... Tout à fait, faut lire beaucoup. Ok. Maintenant, docteur Nésien, est-ce que à Mourija, vous avez des activités de recherche? Est-ce qu'il y a des activités de recherche que vous menez? Est-ce que toi, en tant que chirurgien, je te sais très courageux, je sais que tu es un excellent clinicien. Alors, je sais que tu rencontres des cas que l'on ne rencontre plus ailleurs dans le monde. Par exemple, le patient que tu nous as décrit tout à l'heure, je suis quasiment convaincu que voilà, c'est des cas qui n'arrivent que dans les pays en voie de développement où il y a le manque le sous-développement fait que la pathologie évolue à des stades pareils, jusqu'à des stades pareils. Alors, ma question pour toi, est-ce qu'il y a des activités de recherche? Est-ce qu'il y a des procédures qui n'existent pas, que tu essaies d'explorer, de créer, de chercher et de documenter, de publier? Bon, créer, c'est trop dit, mais adapter, oui. Il y a des procédures chirurgicales que nous adaptons au sein du centre. Actuellement, j'ai 3 procédures qui sont en cours d'évaluation et nous n'avons pas encore suffisamment de recul pour pouvoir donner des résultats, mais pour le moment, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, notamment pour ce qui est des déformations du genou en infection. Nous avons mis en place un dispositif que nous utilisons pour soigner les malades. Ça se passe très bien. J'ai même planté ça il y a 2 ans. Les 2 premiers cas
l'année dernière plutôt, au congrès burkinabé de chirurgie orthopédique. Et actuellement, j'en ai opéré 5 autres cas. J'attends qu'il y ait au moins une dizaine de cas pour pouvoir en faire un bon article scientifique et avec le recul. Il y a également pour ce qui est des stulatoses congénitales des membres, nous avons également un protocole d'étude qui est en cours. Nous sommes en train d'évaluer les résultats. Nous sommes à 6 patients opérés déjà pour les stulatoses, mais malheureusement, on a commencé, ça fait pas encore 1 an. Donc, on n'a pas encore seulement le recul. Ces patients, nous les suivons. Et certains qui ont consolidé, d'autres n'ont pas encore consolidé. Nous sommes en train de voir en fonction de l'évolution pour pouvoir faire un article scientifique également. Et naturellement, pour les pieds beaux, nous avons une cohorte que nous suivons. Et très bientôt, nous allons en faire un article pour les pieds beaux que nous traitons par la méthode de Ponseti, suivi de la chirurgie, et qui donne de très, très bons résultats. J'ai même présenté les résultats préliminaires au congrès de chirurgie orthopédique de la Guinée-Conakry en novembre 2023. C'était les résultats préliminaires. Très bien, très bien. Alors, franchement, il y a des choses qui se font. Ouais. Les choses qui se font, nous adaptons les choses à notre contexte de travail et avec les moyens qui sont limités et nous allons avoir de très bons résultats. Et nous sommes prêts à partager ça avec les autres. Et je pense que courant 2024, il y a au moins 2 articles qui vont sortir. Bravo. Pour les pieds beaux, c'est déjà presque fini. Pour les pieds beaux, c'est déjà presque fini. On a 18 pieds beaux opérés, pieds beaux chez les grands enfants et adolescents, 18 pieds beaux avec de très bons résultats. Bravo pour ce courage-là. Bravo de modifier et d'adapter, de tropicaliser ces procédures chirurgicales-là. Alors, une question avant de te laisser partir, parce que je sais qu'il y a des chercheurs, des médecins qui travaillent dans les centres de recherche qui se demandent aussi, qui ne connaissent pas très bien la chirurgie, parce que beaucoup de nos actes de recherche sont en médecine, c'est surtout les maladies infectieuses, peut-être un peu le cancer, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces médecins chercheurs qui se demandent comment est-ce qu'ils peuvent collaborer avec vous, comment est-ce qu'ils peuvent vous appuyer dans vos activités à Morija? Est-ce que tu penses qu'il y a des collaborations que vous pouvez développer? Est-ce qu'il y a un appel que tu lances? Mais bien sûr, nous sommes ouverts et je pense que tout ce que nous faisons, nos procédures, c'est bon si les chercheurs, tout ce qui est des différentes procédures de recherche, si on peut s'associer pour apporter, pour qu'il y ait plus d'impact. Moi, je suis ouvert et n'importe qui peut me contacter pour que nous puissions travailler ensemble pour pouvoir faire de bonnes recommandations et ça peut améliorer la vie des patients et déjà évaluer ce que nous faisons parce que moi j'évalue en tant que clinicien mais le chercheur peut venir, je peux avoir des hypothèses et avec un autre avis, un second avis avec les différents outils de recherche pourrait me dire oui voilà et effectivement cette hypothèse de recherche est vérifiée parce que au cas contraire, il y a un biais ici et tout. Donc, travailler avec eux, serait une nouvelle pour nous et ça permettra d'améliorer nos pratiques. Déjà, évaluer ce que nous faisons et pouvoir faire des recommandations, ce serait l'idéal. Très bien, merci. Alors, donc, ceci est un appel à nos collègues, à nos confrères médecins qui travaillent dans les centres de recherche. Voilà, pas seulement médecins, tous les chercheurs peuvent collaborer avec le centre Morija. Alors, je vous remercie beaucoup, Dr Nézien. C'était une très belle interview, un très beau podcast. Merci pour le partage de ton expérience. Merci pour le temps que tu as consacré à partager ce que tu fais avec nos frères, avec nos jeunes frères. Merci également d'ouvrir tes portes de Morija à nos jeunes frères qui sont à la recherche d'une première expérience dans le milieu humanitaire, qui veulent peut-être découvrir de façon plus professionnelle la chirurgie, qui se demandent si la chirurgie c'est pour eux, si l'humanitaire c'est pour eux. Tu nous as confirmé que tu ouvrais les portes de Morija pour eux. Alors pour cela, je te dis grand merci. Je te dis également grand merci pour ta lutte dans le traitement de toutes ces pathologies orthopédiques, dans la lutte que tu mènes au quotidien au nom de tous les patients, au nom de toutes les familles de patients que tu reçois à travers le Burkina, depuis la Guinée. Je te dis merci. Et je te souhaite une très belle suite, un bon courage dans ce que tu fais. Je te souhaite, pourquoi pas un jour d'être reconnu dans ce que tu fais comme Denis Mukwege, que j'admire également comme toi. Et je pense quand même que vos deux parcours ont beaucoup de similarités. Et seul l'avenir nous confirmera ce que je dis. Mais en tout cas, je te souhaite un très beau parcours, je te souhaite une très belle suite. Et je te remercie pour le temps que tu as consacré à ce podcast-là. Merci à toi, Gafa. Merci pour l'honneur que tu me fais de venir
partager ma modeste expérience avec les autres. J'espère que ça pourra motiver certains. Et je reste disponible et tout. Et comme je te disais tantôt, je suis ce que tu fais. Et je t'encourage vivement dans ce que tu fais pour ce qui est et motiver les jeunes médecins à suivre un chemin que les autres jugent souvent différent. Mais il faut souvent oser tenter l'inconnu. C'est important et le plus souvent, c'est très gratifiant. Ouais. Merci à toi, Dafa. Merci beaucoup, beaucoup. Exactement. Et Merci beaucoup. Merci. Tu as tout dit. Voilà, c'est l'objectif de ce podcast-là, c'est de vous d'aider les jeunes médecins à se frayer leur propre chemin, à explorer les chemins qui sont très peu explorés, et puis à ne pas se limiter à ce qu'on voit sur le campus, la carrière de clinique seulement. La clinique est très importante, et voilà, c'est pourquoi on fait médecine, mais il y a également d'autres pistes à explorer si on veut faire autre chose. Et c'est ce qu'on veut faire découvrir à nos jeunes frères. Merci beaucoup, Terran. Je te souhaite une très belle soirée, un très beau week-end et bien de choses à la famille. Bye. Merci à toi et bon week-end à toi aussi. Merci.